Virginie Giraud, avec vous, nous faisons un petit saut dans le temps et dans l'espace, direction Constantinople, au VIe siècle après Jésus-Christ, où se déploie le destin d'une femme assez exceptionnelle, il faut bien le dire, dont vous narrez la vie et l'œuvre dans votre biographie Prostituée et impératrice de Byzance, Théodora, aux éditions Talendier. Là aussi, autant qu'une biographie, c'est encore une fois une description aussi d'une époque, d'un milieu, d'une ville, qui est une ville et une période assez peu connue finalement. 6e siècle après Jésus-Christ, Constantinople, pour les gens, c'est assez flou. Alors effectivement, Byzance n'est pas une période qui est très connue de manière générale. Et moi-même, j'avais le sentiment d'arriver en néophyte dans cette ville, puisque je quittais cette Rome antique que je connaissais si bien, pour arriver dans la nouvelle Rome. Donc j'ai profité un petit peu de ce fait que tout était un peu nouveau pour moi, pour le décrire avec mes yeux de néophyte byzantiniste et de manière à le retranscrire aux gens qui pourraient lire mon livre. Et là aussi, vous avez un problème comme Jean-Louis Bruno, c'est que vous avez quasiment une seule source d'une fiabilité contestable, qui est celle de Procope de Césarée, qui se trouve être très ami d'un des généraux de Théodora et de son mari Justinien, Bélisaire, et quand il va être écarté, il va en ressentir une certaine aigreur ou une certaine haine, et donc il fallait faire le tri entre ce qu'il pouvait dire sur elle, encore une fois alimenté par sa colère, et puis creuser avec d'autres sources, croiser avec d'autres sources pour arriver à dessiner ce portrait. Effectivement, travailler sur Théodora est une véritable gageure. Donc, il y a évidemment Procope de Césarée. Ce qui est formidable avec Procope, c'est que, comme vous le disiez, il était le secrétaire de Bélisaire, donc au plus proche du pouvoir. Il a connu personnellement Théodora, mais surtout, il est l'auteur privilégié qu'ont choisi les souverains pour raconter la propagande de l'Empire, puisqu'il a écrit les guerres, notamment, et c'est lui qui a en charge de raconter tous les hauts faits de Justinien et de Théodora, du pouvoir, de tout ce qui se passe, de tout leur succès. Donc c'est l'auteur de propagande du régime, et paradoxalement, peu après la mort de Théodora, il va se lancer dans un autre ouvrage qui est totalement annexe des autres, qui s'appelle L'Histoire secrète, effectivement. Et là, il va raconter en gros tous les potins, les offs, et finalement le fait qu'il déteste profondément Théodora et Justinien, et il va les montrer sous un autre jour. Et on a l'impression d'avoir un petit peu les deux bouts du spectre. Et mon travail d'historienne était de retrouver un petit peu la vérité entre ces deux poids qui se faisaient totalement... Alors la vérité sur sa jeunesse, son enfance et sa jeunesse d'abord, c'est, je disais, c'est une fille de marchande d'ours qui est installée à Constantinople, et sa vie se passe un petit peu dans la rue. Elle est issue du monde du spectacle, qui est un monde un peu particulier. Tout à fait. Son père appartient au monde de l'hippodrome. Donc c'est un petit monde un peu fermé où il y a des sortes de fonctionnaires qui travaillent à divertir les autres. C'est une classe qui est encore un peu comme dans l'Antiquité romaine, frappée d'infamie. Ce sont des gens qui sont un peu en décalage avec le reste du monde, puisque le milieu du spectacle est un milieu que l'on voit avec un peu de dédain, même si on en a envie et qu'on va voir les spectacles avec grand plaisir. Donc c'est une fille qui est déjà un petit peu à la marge. Son destin est tout tracé. Elle deviendra, comme sa mère et sa sœur aînée avant elle, une actrice et une courtisane, puisque ces métiers vont généralement de pair, et rien, absolument rien, ne la prédestinait à devenir impératrice. Rien sinon de trouver un homme qui tombe amoureux d'elle, qui l'emmène avec lui, et avec qui elle va rester pendant plus d'1 an, je crois, un marchand de la région de Tyr. Alors Théodora, dès lors qu'elle devient courtisane, va certainement avoir l'ambition de rencontrer quelqu'un qui va la sortir de la précarité de son milieu. Donc elle devient la concubine d'un homme très riche qui s'appelle Ékébolos et qui va devenir le gouverneur de la Libye actuelle. Donc il emmène sa jolie concubine avec elle, ils vont s'installer en Libye, et là je pense qu'elle découvre un peu les arcanes de la politique à une échelle plus locale, mais elle découvre un petit peu comment l'administration fonctionne, comment se positionne la femme ou la concubine d'un homme important, mais effectivement au bout d'environ 1 an, on ne sait pas trop pourquoi, leur histoire tourne mal et Ékébolos la jette à la rue de manière visiblement assez violente, et elle se retrouve démunie aux portes d'Apollonia, où elle n'a plus grand-chose à faire, sinon que de retourner à Constantinople par ses propres moyens. Et c'est là où elle va rencontrer donc son futur époux, qui n'est pas encore empereur, hein, Justinien, qui est le neveu de l'empereur en place. Qui est Justinien en quelques mots, avant qu'il ne se rencontre? Alors Justinien est né en Dardanie, donc lui non plus, rien ne le prédestinait à devenir empereur un jour, si ce n'est que son oncle a eu une formidable carrière militaire et qu'il s'est emparé du pouvoir. Cet oncle n'avait pas d'enfant et il a fait venir ce petit neveu de ses Balkans natals pour lui donner une très bonne éducation. Il y avait vraiment une volonté d'ascension sociale offerte à ce neveu. Et petit à petit, il va imposer le jeune Justinien comme son héritier. Et vu que Justin vieillit, qu'il est malade, Justinien prend les rênes du pouvoir avant même de devenir empereur. C'est un personnage clé de cet empire byzantin.
Et visiblement, il aurait rencontré Théodora par l'intermédiaire d'une autre actrice d'Antioche nommée Macédonia, qui était un petit peu sa Mata-Hari à lui. Et elle fera l'intermédiaire entre ces deux personnages flamboyants qui vont sans doute se reconnaître l'un dans l'autre, puisque ni l'un ni l'autre ne viennent de l'aristocratie. Et je pense que c'est ce point commun qui va les lier très fortement. Est-ce qu'il y a quand même est-ce que c'est une relation intéressée pour Théodora quand même? Est-ce qu'elle pressent que cet homme, évidemment, va avoir un destin et qu'en étant sa concubine, voire son épouse, ce qui va être très compliqué, parce que comment un empereur épouse une ancienne prostituée à Constantinople sans que ça soit dénoncé par l'Église? Alors, effectivement, d'abord, il y a eu un problème juridique. Il y avait des lois qui dataient de 5 siècles, de l'époque d'Auguste, qui empêchaient les aristocrates, puisque Justinien était passé aristocrate, elles ne pouvaient pas épouser des femmes issues du milieu du spectacle et d'anciennes prostituées. Cette loi a été abolie tout simplement parce que le christianisme permettait la rédemption. Donc on disait que Théodora s'était repentie d'avoir exercé ce métier, elle se repentait de ses péchés, et grâce à cela, elle a pu épouser Justinien. Et à l'époque, visiblement, tous ceux qui étaient un petit peu échaudés par ce mariage se sont tus. D'ailleurs, Procope le dit, il ne comprend pas pourquoi personne ne s'est opposé à cette union qui était absolument scandaleuse, mais elle était acceptée. Quant à leur relation entre eux, je pense qu'elle était basée sur divers sentiments et émotions qui ont fait que leur relation était très profonde. Je pense qu'il y a eu effectivement du côté de Théodora une attirance pour cet homme de pouvoir. Le pouvoir est toujours extrêmement séduisant. Et il y a eu aussi, je pense, de l'amour, de l'affection. Et ils se sont toujours appuyés l'un sur l'autre pendant toute leur existence. Ils se sont certainement apporté beaucoup de force, de courage face à un monde d'aristocrates qu'ils devaient dominer ensemble. Et je pense qu'ils devaient sentir que ces aristocrates, au fond d'eux, les méprisaient, qu'ils avaient beau les saluer en se couchant sur le sol devant eux. Ils restaient des parvenus à leurs yeux et ils se soutenaient l'un l'autre. Mais elle va démontrer des qualités politiques exceptionnelles. Vous racontez vraiment dans le détail une scène inouïe qui se passe en 532, lorsqu'il y a une sédition de Constantinople, des militaires donc, qui envisagent de renverser Justinien, qui est prêt à céder, prêt à s'enfuir. Et là, elle va intervenir, alors évidemment, on n'en a pas le droit, et elle va remonter tout le monde et galvaniser ceux qui sont restés là, en disant, et à commencer par son mari, en disant non, il faut se battre, il faut rester. Ça, c'est une scène incroyable. C'est une scène totalement incroyable parce que aucune femme, généralement, ne prend part aussi fortement aux affaires politiques. Donc il faut imaginer que Constantinople est à feu et à sang depuis plusieurs jours. Le palais impérial est littéralement assiégé. Justinien et sa femme, quelques généraux, sont retranchés là. Et Justinien se dit qu'il est temps d'arrêter. Il va renoncer au pouvoir, il est prêt à fuir, des bateaux l'attendent. Mais pour Théodora, qui a eu une ascension sociale fulgurante, qui vient de l'autre côté du palais, puisque l'hippodrome est tout près du palais, il est hors de question de retourner dans son milieu social d'origine. Et elle préfère mourir en tant qu'impératrice que de quitter cette fonction. Et donc elle aura cette phrase qui est tirée des textes classiques qui dit que l'Empire est un très beau linceul et elle galvanise ainsi les hommes, elle les pousse à se battre et elle apparaît en véritable générale. C'est elle qui dirige Constantinople à ce moment-là. Et vous dites aussi qu'elle est aussi un précurseur, une précurseuse, je ne sais pas très bien comment on dit, avec l'écriture inclusive. Un précurseur, très bien, merci. De la condition féminine, de l'amélioration de la condition féminine dans cette région, notamment justement vis-à-vis des prostituées qu'elle était dans sa jeunesse ou sur l'adultère. C'était vraiment une femme, une féministe avant l'heure, selon vous? Les lois ont évolué sous le règne de Justinien et de Théodora. Elle y a probablement pris part. Alors, est-ce que c'était d'un point de vue totalement militant ou est-ce qu'elle se contentait seulement de faire le travail charitable qui incombait à une impératrice? Ça, c'est très difficile à dire. Néanmoins, il est vrai qu'elle a voulu améliorer la condition des prostituées, mais elle s'y est prise d'une manière assez étonnante. Elle a racheté des filles qui travaillaient dans la rue à leurs souteneurs, alors pour des sommes extravagantes dans la propagande officielle, pour très peu cher dans l'histoire secrète, et elle leur a permis de se retirer dans un couvent qu'elle leur dédiait, qui s'appelait les Métanoïas, donc repentance, qui était en réalité une sorte de prison suspendue à une falaise. Et là, les filles vivaient retranchées dans la repentance en permanence. Et Procope nous dit dans l'histoire secrète qu'en fait, les prostituées ne voulaient pas quitter leur fonction et que Théodora, par cruauté, les avait obligées à se retirer de leur métier et que certaines se suicidaient en se jetant du haut des fenêtres la nuit.
Bon, on retiendra aussi quand même d'elle qu'elle était une grande bâtisseuse avec Justinien. Ils ont vraiment bâti, notamment à Ravenne, des cathédrales, des bâtiments publics absolument extraordinaires. Sa fin, c'est un peu comme Vercingétorix, sa postérité a été effacée pendant quelques siècles avant de devenir, je crois qu'elle est devenue sainte, ensuite elle a été sanctifiée, mais dans les premières années, son souvenir était très, très fort ou au contraire plutôt effacé? Alors, elle reste un personnage relativement important à Constantinople dans la mesure Ouais. où pendant un temps assez long, on va célébrer une messe en son honneur chaque année, en même temps que pour Justinien. Donc elle reste une figure très forte de Constantinople. Et par la suite, en Occident, divers historiens vont reprendre Théodora comme une image de femme extrêmement dangereuse, scandaleuse, parce que dans l'histoire, jusqu'à il y a très peu de temps finalement, les femmes qui s'ingèrent dans les affaires politiques sont perçues comme des personnages Mais c'était extrêmement avant, ça. transgressifs. J'espère que c'était avant. Et finalement, il n'y a que très récemment qu'on a essayé de retravailler sur Théodora, de comprendre réellement qui elle était et de défaire un petit peu cette légende noire qu'elle avait en Occident, alors qu'au contraire, en Orient, elle reste la championne des monophysites, celle qui a soutenu les chrétiens d'Orient, qui a permis le déploiement du courant monophysite, notamment en Syrie actuelle, où là, elle est considérée non pas comme une sainte, mais comme une bienheureuse, quelqu'un qui a exercé sa foi de manière héroïque. Quitte à effacer un petit peu ces jeunes années, parce que dans ces églises-là, on n'aime pas très bien, alors que les catholiques sont plutôt enclins à aimer que des gens viennent de très très loin et deviennent ensuite des gens dédiés à Dieu. De chez les orthodoxes, ça c'est un peu moins bien vu. En tout cas, votre biographie tout à fait remarquable, Théodora, prostituée et impératrice de Byzance aux éditions Talendier. Merci beaucoup Virginie Giraud.